Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons vous proposer de passer en revue l'ensemble des séries de ces playoffs 2024, à commencer par les matchs de la nuit dernière entre Denver et les Lakers, les Knicks et les Sixers, Orlando et Cleveland. Sans tarder, c'est Charlie que j'accueille immédiatement. Salut Charlie. Salut Josh, salut à tous. Charlie, on va commencer immédiatement ce podcast parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le temps presse. On va essayer de ne pas faire 3h30 de podcast. On va commencer immédiatement avec la série Denver contre les Lakers. Décidément, rien à faire pour LA qui ne parviennent pas à faire tomber les Nuggets, même avec 20 points d'avance dans le Game 2, même avec 12 points d'avance dans le Game 3. Les Nuggets se sont imposés dans ce troisième match pour prendre un avantage décisif dans ce premier tour face aux Lakers. Ils s'imposent pour la 11e fois consécutive face à cette équipe. LeBron James a perdu 10 fois de suite face aux Nuggets. C'est plus que contre n'importe quelle autre équipe. Les Lakers n'ont plus battu Denver depuis le 16 décembre 2022. Charlie, dans quel état d'esprit tu te trouves ? Est-ce que tu vois le film Un jour sans fin ? Oui. Ben voilà, c'est moi, je suis dans un jour sans fin. Le jour de la marmotte. Voilà, encore une fois, les Lakers démarrent plutôt bien cette nuit. Encore une fois, ils semblent prendre l'ascendant avec LeBron et AD qui font mal. Ils sont dominants, mais en fait, on sent que Denver ne s'affole jamais. Petit à petit, ils reviennent dans le match. Au fil des minutes, en deuxième mi-temps, ils reprennent l'ascendant. Et on sent qu'il n'y a rien à faire pour ces Lakers-là pour inverser la tendance. C'est terrible, il y a un monde d'écart dans la maîtrise du match, dans la maîtrise du tempo entre ces deux équipes. Alors, oui, on peut parler du supporting cast des Lakers qui est pas au niveau, notamment quand on voit la série que fait D'Angelo Russell, mais ça va plus loin que ça. Darvin Ham a l'air perdu, personne dans le coaching staff n'a l'air d'être en mesure de trouver les bons leviers pour éviter que ce scénario se reproduise encore et encore et encore. Bon, voilà, y a pas d'ajustement, ou en tout cas pas les bons. Anthony Davis a pas assez d'espace dans la raquette quand il le faut. Même en cours de match, Darvin Ham renvoie une impression de passivité qui, honnêtement, moi, commence à m'exaspérer un peu. Donc voilà, voilà mon état d'esprit. C'est vivement que ça se termine et qu'on passe à autre chose, parce que cette équipe des Lakers, elle est pas fonctionnelle. Elle est pas fonctionnelle. Il n'y a pas eu un moment dans la saison où elle a vraiment fonctionné. Alors si, en fin de saison, c'était un peu mieux, mais en réalité, c'était déjà trop tard. Ça s'improvise pas, le fait de bien jouer au basket. Et quand tu joues contre une équipe comme les Nuggets, tu dois bien jouer au basket, c'est tout. Oui. Ce qui est assez étrange, c'est que quand tu regardes un peu les performances d'Anthony Davis ou de LeBron James sur ses premiers matchs, ils n'ont pas grand-chose à se reprocher, on va dire. Enfin, si, tout n'est pas parfait, tout n'est pas parfait, bien évidemment. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un problème de personnel dans cette équipe, comme tu l'as dit très bien. Il y a un manque de spacing. Tu vois bien qu'Anthony Davis a du mal à opérer comme il le souhaite. Et Denver a toujours des réponses. Là, hier soir notamment, c'était Aaron Gordon qui a fait un match parfait. C'est quand même une sacrée carte à jouer pour Michael Malone. C'est ce qu'il a fait dans le Game 2. Hein. Il a changé sa couverture défensive et ça a un peu modifié le jeu côté Lakers. Ils étaient en train de tout défoncer avec Anthony Davis qui attaquait Jokic en permanence sur les pick and roll. Ils ont décidé ensuite de mettre Jokic sur Hachimura dans le corner, de laisser KCP et Gordon gérer le pick and roll Davis-James. Et à partir de là, ça a totalement modifié la physionomie du match. C'est assez fou, en fait, de te dire que, une fois qu'il y a un ajustement côté Denver qui a été fait, les Lakers ont vraiment galéré pour essayer de contrer tout ça, quoi. Ouais, et puis, mais après, tu vois, on va pas non plus, en fait, il faut être clair, on ne découvre pas le fait que Denver est tout simplement une équipe qui est plus forte que ces Lakers-là, il y a aucun problème là-dessus. C'est une donnée de base dans cette série, quand on en a fait l'analyse, on l'a bien précisé. Mais ouais, en fait, c'est le côté mental, moi, qui me gêne un peu. Alors, on va pas faire de la psychologie de comptoir, mais il y a quand même quelque chose de cassé. Même en tant que fan des Lakers, tu passes ton match à te demander comment tu vas perdre, en fait. C'est terrible. Cette série de 11 victoires consécutives, elle s'explique pas uniquement par le fait que Denver est une meilleure équipe, des équipes plus fortes que leurs adversaires qui perdent. Ça arrive tous les jours en NBA. Mais non, il y a quelque chose, hein, vraiment, ils sont trop en confiance, ils sont trop dominants, ils sont trop sûrs de leur force et vraiment, côté Lakers, en fait, t'as l'impression que personne n'y croit vraiment. Dès le début de la série, presque, on avait l'impression que personne n'y croyait vraiment.
Ouais, c'est sûr. Une des choses qui m'a le plus marqué dans ce début, enfin, notamment dans ce Game 3, et j'ai trouvé que c'était bien à l'image de cette série et de ce qui se passe, de toute façon, du côté des Nuggets, c'est comment Nikola Jokic est un chef d'orchestre sur le terrain. Hier soir, il n'a jamais forcé son jeu. Il a toujours fait essayer de trouver ses coéquipiers, de les mettre dans les bonnes conditions, de leur trouver des shoots ouverts, de leur faire des passes dans des positions absolument parfaites pour qu'ils tentent leur tir. Et Dieu sait que Denver a été maladroit. Et le début des playoffs de Jamal Murray, alors il a été impressionnant dans le game 2 avec ce game winner, bien évidemment. Mais si tu regardes grosso modo, pour l'instant, c'est son adresse au tir est pas formidable. Ouais, ouais, tout à fait. Les Lakers ont plutôt bien défendu contre lui. Euh, mais alors, Jokic, sa capacité à prendre des rebonds, à dominer le rebond, à distribuer les ballons, à faire jouer tout le monde autour de lui sans jamais rien forcer, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant, quoi. Je sais Ouais, pas si on se rend compte à quel point il est rentré dans un niveau méta du basket où, clairement, hier soir, enfin, dans la nuit dernière, il n'avait absolument jamais, il ne s'est senti obligé d'appuyer sur l'accélérateur. Il était sous contrôle en permanence et il était comme s'il était en train de veiller au grain en se disant, tiens, est-ce que j'interviens, est-ce que j'interviens pas? Vas-y, je fais des passes, je fais jouer un peu les gens. Ok, c'est cool, je fais un rebond, je ressors le ballon. Je sais pas, je suis non, vraiment impressionné en fait. mais il y a une maîtrise, mais des deux, hein, parce que Jokic et Murray depuis le début de la série. Alors oui, Murray, effectivement, en termes d'adresse, il est à 5 sur 20 en cumulé, je crois. Évidemment, c'est pas bon, mais que tu regardes à eux deux, depuis le début de la série, ils cumulent 50 passes décisives pour 12 pertes de balles, tu vois. Enfin, et en fait, il y a une... Bien sûr. Et pourtant, attention, il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est que sur cette série, Denver ne joue pas son meilleur basket. Ah, mais pas du tout, Mais absolument voilà, pas. pas du tout. Et c'est ça qui est important, c'est de montrer à quel point ces deux mecs-là sont en maîtrise complète, alors pourtant que collectivement, Denver n'est pas du tout dans une période où, enfin, on les a déjà vus beaucoup plus forts en fait. C'est Et vrai. c'est fou, c'est fou, c'est fou. Michael Porter Jr. hier soir a été absolument flamboyant et est en train de réaliser une série absolument incroyable. Surtout vu le Euh, contexte qu'on avait évoqué il y a quelques ouais, la dernière fois, c'est impressionnant ce qu'il il fait. faut quand même bien se rendre compte des perfs qu'il est en train. Il est à plus de 20 points. Ses pourcentages de réussite sont extraordinaires. Dans le game 2, 44% à 3 points. ouais, dans le game 2, il marque ce fameux 3 points pour égaliser à 95 partout, qui est absolument déterminant dans ce qui s'est passé par la suite. Euh, Aaron Gordon, Caldwell Pope, on voit bien défensivement tout ce que ça apporte. Enfin, le 5 majeur de Denver, de toute façon, c'est une machine de guerre, Ouais. clairement, et ils sont en chauffe. Et je suis presque déjà à me projeter dans le deuxième tour. Tout à l'heure, on parlera des Wolves contre les Suns. Mais si c'est Nuggets Wolves, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais si c'est Nuggets Wolves, cette série, enfin, j'ai extrêmement hâte de faire le preview de cette série, quoi. Ça va être un truc de fou. Ça va être un truc de fou et je suis complètement d'accord avec toi. Je pense effectivement que ça peut être une demi-finale assez rêvée, ouais. Parce qu'on aurait tort de croire que Denver n'a pas des points faibles. Je trouve que, et on en a parlé, toi et moi, tu m'as fait la réflexion par message. Le banc des Nuggets n'est clairement pas au même niveau que l'an dernier. On voit bien, tu vois, dans le match 3, là, il y a un moment où je me suis fait la réflexion quand je voyais Christian Brown, ça va, c'est gentil, c'est efficace, mais c'est pas percutant. Peyton Watson, c'est encore trop vert. Reggie Jackson, là, en plus, qui s'est fait la cheville, je crois, c'est pareil, c'est trop, il y a trop d'erreurs, trop de comment dire, de mental lapse, enfin des erreurs de jugement sur le terrain qui sont pas les bienvenues. Quand tu vois Bruce Brown l'an dernier, ce qu'il apportait, c'était vraiment un sixième homme extraordinaire. Il était capable de porter l'attaque de cette équipe à certains moments sur des certaines minutes de jeu, quoi. Et ils ont plus ça, en fait, les Nuggets. Clairement. Ouais, ouais, je suis d'accord, effectivement. Pour moi, le banc est. Bon, alors après, on va attendre un peu. Ils peuvent encore monter en puissance. Là, on est que sur, on juge sur C'est sûr. 3 matchs de playoff, mais c'est clair que sur les 3 matchs là face aux Lakers, je crois qu'en sortie de banc, il y a qu'un mec qui a plus de 5 points de moyenne et c'est Christian Brown et qui doit être à 5,5 ou un truc comme ça. Il y a très peu de création en sortie de banc. Il y a très peu de capacité à offensive. C'est quand même des éléments qui sont importants. Alors après, c'est
C'est pour l'instant, ça, c'est pas un problème. Ça pourrait vraiment le devenir derrière dans des séries qui seront plus compliquées. Ouais, complètement, ouais. Surtout dans des équipes, enfin, face à des équipes comme qui auront qui ont le même profil que les Wolves, potentiellement des profils très très défensifs où tout d'un coup l'apport, apporter des points, à nourrir la marque, ça va être important, quoi. Oui, et puis des Et équipes qui sont plus usantes complètement. que les Lakers, parce que c'est que l'usure physique de jouer une série contre les Wolves, c'est pas la même que de jouer contre les Lakers. Darvin Ham a laissé entendre que potentiellement Christian Wood, Jaron Vanderbilt et ou Cam Reddish pourraient revenir dans le Game 4. Est-ce que ça peut changer les choses, Charlie? Changer les choses, c'est-à-dire, en fait, changer les choses, oui, ça peut leur permettre d'éviter de se faire sweeper, ça peut pas leur permettre de gagner la série, non. C'était une blague, Charles. Oui, j'espère bien, oui. C'était une blague. Non, mais Non, voilà, c'est vrai que non. Soyons non, sérieux. en fait, ça changera, non, ça changera pas grand-chose, ça changera rien de toute façon. Mais après, tu vois, en soi, là, l'objectif pour les Lakers, c'est ça, hein, c'est juste d'éviter un nouveau sweep parce que ça ferait tâche, et Tout à fait, ouais. notamment pour la fin de carrière d'un LeBron qu'on s'est très attaché à sa legacy. Mais bon courage pour éviter ça. C'est assez hallucinant que LeBron James tombe sur Nikola Jokic dans sa fin de carrière et que ça se passe comme ça, en fait. Qu'il y ait eu ce sweep la saison dernière, que là, aujourd'hui, il se retrouve dans un premier tour où, clairement, je veux dire, son tir raté à la fin du game 2, c'était compliqué. Enfin, voilà. Enfin, forcément, tous les mecs qui ont envie de s'en prendre à LeBron James lui sont tombés dessus. Bien évidemment, dans le game 3, là, on a bien vu, il y a eu quelques erreurs. On sent la fatigue chez LeBron James. Je sais pas si tu l'aperçois, mais on voit bien que ça commence à peser, quoi. Dès qu'on arrive dans le troisième quart-temps, il commence à souffler, quoi. On sent bien qu'il est usé et quelque part c'est normal. On va pas une fois de plus rappeler son âge, on va pas une fois de plus rappeler le contexte. On sait que en plus dans cet effectif des Lakers, il a énormément de responsabilités. Maintenant, ça n'excuse pas tout et c'est vrai que cette fin de match 2 avec sa conférence de presse dans la foulée, bah moi je trouve qu'elle fait tâche quand t'es LeBron James, que t'as l'occasion de gagner le match avec un shoot, quand t'as eu 20 points d'avance dans la rencontre. Faire des sorties sur l'arbitrage, ça n'a aucun sens en fait. C'est pas ça qu'on attend de lui. Maintenant, bon, bah c'est LeBron, hein, on va pas le changer. Il est trop vieux pour changer maintenant. Oui, complètement. Surtout si c'est pour revenir sur une faute qui a été commise en fin de troisième quart-temps, qui grosso modo n'a absolument aucune influence sur tout ça, et venant de la part de lui, de LeBron James, et en plus des Lakers qui, voilà, enfin on voit bien quand même en termes de lancer franc, ils sont pas à plaindre, quoi, en termes d'arbitrage. Bah non, Donc c'est clair. Non mais c'est ça, c'est qu'il y a aussi un peu le côté l'hôpital qui se fout de la charité, parce que un peu, ouais. historiquement, les Lakers, c'est quand même une équipe qui a plutôt l'arbitrage de son côté. Historiquement, LeBron, c'est un joueur qui a plutôt l'arbitrage de son côté. Bon, voilà, c'est tout. Ouais, ouais, puis c'est jamais une bonne image de le voir un peu chouiner là, tout d'un coup, de dire ouais machin, de remettre en cause la ligue bientôt de manière assez générale. Je sais pas, c'est pas une bonne image, je trouve. Ah, c'est-à-dire que c'est pas le leader dont tu rêves pour ton équipe en fait. Moi, j'aurais préféré Mmh, qu'ils disent on a eu l'occasion de gagner ce match, on l'a pas gagné, c'est de notre faute, on va gagner le prochain quoi. complètement, ouais. Ça aurait été mieux. Et je pense que pour le groupe, ça aurait été plus intelligent. Tu penses que ça part en sweep cette histoire ou pas? Ou tu penses qu'ils sauvent les meubles dans le game 4, l'honneur, et que ça sera un gentleman sweep dans le game 5? J'espère qu'ils se font pas sweeper, mais je pense qu'ils se font sweeper. Ok. Et quelque part, je pense que s'ils se font sweeper, c'est peut-être pas plus mal, parce que je pense que ça peut avoir des vraies conséquences. Par exemple, s'il y a un sweep au premier tour, je suis pas tout à fait sûr que les Browns restent. Et comme je suis très partisan du fait de reconstruire cette équipe, je pense que c'est mieux que les Browns partent pour que le front office ait les mains libres pour reconstruire. On va avoir des conversations, toi et moi, à l'intersaison, là, ça Et va être... voilà. Et attention, aucun manque de respect pour LeBron James, hein, loin de là. Il est absolument phénoménal. Il répond tout à fait présent. Mais on sait que quand il est là, il faut composer avec ses exigences et ça me semble pas idéal. Ouais, c'est sûr. Philadelphie, New York, blessé au genou, souffrant désormais d'une paralysie faciale. C'est n'importe quoi, cette histoire. C'est Joel, Em- hallucinant. Joel Embiid a malgré tout trouvé l'énergie nécessaire pour réaliser potentiellement son meilleur match de playoff en carrière, parfaitement suppléé par Tyrese Maxey, qui franchement m'impressionne depuis l'entame de ses playoffs. Ils se sont imposés face aux Knicks la nuit dernière pour revenir à 2-1 dans cette série. Euh, alors,
Joel Embiid a été à deux doigts de se faire sortir en première mi-temps. Dans le premier quart-temps, il s'est retrouvé par terre. Il a essayé de faire tomber Mitchell Robinson. Quand tu vois le ralenti, c'est un peu moche ce qui est en train de se passer. Oh, c'est très moche. DiVincenzo a crié à la dirty play en disant que voilà, ça c'est des trucs qui ne se font pas. Surtout que Mitchell Robinson termine la rencontre blessé avec une comment dire une botte à la cheville, je crois, qui l'a maintenu hors des parquets toute la fin de saison. Donc forcément, du côté des Knicks, tout d'un coup, on déteste un peu Joel Embiid, forcément. Euh, j'ai pas bien compris comment ça s'est passé. Franchement, je pense qu'il y a c'est n'importe quel autre joueur de la ligue bientôt, il se fait sortir clairement. Bah oui, c'est évident. Je pense. C'est évident. Oui. Donc voilà. Mais les Sixers sont de retour. Je sais pas ce que tu as pensé de cette rencontre. Il m'a semblé personnellement que les Knicks restent l'équipe la plus cohérente sur le terrain. Voilà, il a fallu une performance mammouth de Embiid pour revenir à 2-1. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je continue de croire que les Knicks peuvent sortir les Sixers. Maintenant, si Robinson ne joue plus de cette série, ça va être compliqué, quoi, parce que déjà quand il est là avec Hartenstein qui a eu des problèmes de faute, c'est compliqué. On voit bien que Precious Achiuwa, ça va pas le faire du tout. Il se fait totalement manger par Joel Embiid. Ça va être compliqué s'il joue plus. Ouais, bah écoute, sur le match de l'année dernière, Embiid il est héroïque. On voit, c'est tellement flagrant que physiquement il est diminué, mais il nous sort un match qui est titanesque. Mais c'est fou. Ah, il est incroyable. C'est vraiment une victoire à la Pyrrhus, tu vois. C'est magnifique. Pourtant, on sent vraiment. Je te dis, on sent même qu'il est pas très serein. L'idée d'aller se frotter aux intérieurs dans la raquette. Mais il a tellement pesé sur le match. Alors, effectivement, il y a ce geste sur Mitchell Robinson qui est vraiment moche et qui est vraiment dommage. En plus, ça provoque une blessure. Bon, les arbitres ont estimé que ça ne valait pas une flagrante 2. Je comprends pas comment c'est possible qu'ils aient estimé ça, mais peu importe. En tout cas, j'espère que les discussions à ce sujet prendront pas trop d'ampleur, parce que je trouve quand même que ça parle beaucoup d'arbitrage dans cette série. La fin du match 2 aussi, il y a eu beaucoup de discussions. Ah bah Mais pour moi, c'est ce qui définit cette série. Ils se rendent dans l'art, ces deux équipes. oui, mais c'est ça. Mais du coup, tu vois, en fait, c'est un élément de base de cette série. Quand tu vois l'affiche, tu sais très bien que ça va jouer des coudes et que ils sont pas là pour prendre le thé. Donc en faire des caisses à chaque fin de match sur l'arbitrage, je trouve que c'est pas terrible, que c'est pas une très bonne chose. Maintenant, effectivement, pour moi, New York reste plus cohérent. Je trouve que il y a quelque chose d'assez impressionnant dans leurs deux premiers matchs. Cette équipe, elle dégage vraiment quelque chose, la manière avec laquelle les role-players ont su step up pour compenser notamment les difficultés de Brunson qui mettait rien dedans au début de la série. Ouais. C'est génial. Sur les deux premiers matchs, il est à 2 sur 15 à 3 points en cumulé. Et c'est compensé par Josh Hart qui a 8 sur 15, Miles McBride qui a 5 sur 10, Dante DiVincenzo 6 sur 13. Enfin, c'est dingue. Et petite pause pour évoquer Josh Hart, parce que moi je suis fan déjà de base de ce mec-là, mais je sais pas si on se rend compte que sur les deux premiers matchs de la série, Josh Hart il tourne à plus de 20 points, 14 rebonds, 53% à 3 points, 14 rebonds de moyenne sur deux matchs. Je rappelle quand même que Josh Hart, totalement irréel, quoi. il fait 1m93 le gars. Donc même moi qui adore ce type et qui suis convaincu de ses qualités depuis des années, je suis hyper surpris par ce qu'il apporte, tu vois. Donc j'imagine que ceux qui le sous-estimaient encore plus. Et ouais, je trouve qu'il y a une mentalité qui est incroyable dans cette équipe, bien représentée par Hart, Hartenstein, DiVincenzo. Ces mecs-là, ils sont toujours à fond, ils lâchent jamais rien, ils se battent sur tous les ballons. C'est fascinant. C'est un côté vraiment fascinant. Tu sais, il y a quelques jours, The Athletic a sondé une centaine de joueurs NBA sur des questions très spécifiques, et ils ont notamment demandé pour quel coach les joueurs ont le moins envie de jouer. Ouais, tout à fait. Ouais. Et c'est Thibodeau qui est arrivé en tête de très loin. Ouais. Et ben moi, je pense que les mecs qui sont au Knicks actuellement, là, qui sont à New York actuellement, ils sont contents de jouer pour Thibodeau, et je pense que ce groupe et cet entraîneur vont très bien ensemble. Et je suis hyper content qu'il ait réussi à trouver un tel groupe. Et si t'es fan des Knicks, tu ne peux que apprécier la présence de Thibodeau, parce que c'est quand même ce gars qui vient de les sortir du purgatoire dans lequel ils se trouvaient depuis plus de 20 ans, quoi. Ah mais si t'es fan des Knicks, t'es obligé d'être amoureux de cette équipe. Oui, bien sûr. C'est impossible autrement. Même moi qui suis vraiment pas fan des Knicks, j'adore cette équipe. Alors j'imagine aussi, tu vois, c'est génial à voir, je trouve. Ouais, je crois qu'ils ont gagné autant ou plus déjà de matchs de play-off que de toute l'ère de Carmelo Anthony. Donc
qui était le visage des Knicks, le plus beau visage des Knicks de ces dernières années. Ah oui, magnifique, oui. Et là, il vient d'être éclipsé en 2 coups de cuillère à peau Ouais. par Jalen Brunson et sa clique. Donc voilà, je maintiens que j'ai hâte de voir comment Mitchell Robinson ça va se passer. J'ai vraiment peur que ça soit compliqué pour les Knicks si jamais il devait manquer plusieurs rencontres. Oui, alors je suis d'accord avec ça, mais je me pose quand même, moi, la question. Bah, je me pose forcément la question de Joel Embiid. Le match qu'il a Aussi, fait ouais. la nuit dernière, il est absolument hallucinant. Maintenant, est-ce qu'il est Tu veux dire à capable quel de point il faire est ça? réitéré ça? Voilà, exactement. Hmm. Mais sans même parler de sa perf au scoring, est-ce qu'il est vraiment capable de jouer 40 minutes à tous les matchs, là, Joel Embiid, en ce moment? Tu vois. J'en j'en sais rien. Et alors après, C'est... si Embiid était en pleine possession de ses moyens, j'aurais sûrement un avis différent. Et à la limite, même s'ils avaient pris le match 2, ce qui honnêtement était totalement possible, ça se joue Mhm. à rien, hein. Il y a 5 points d'écart pour Philadelphie à 30 secondes de la fin. Oui, tout à fait. Avec encore une fois un arbitrage remis en cause, avec Voilà. une faute, un temps mort demandé qui n'a pas été accordé. Enfin bref. Oui, mais tu vois, alors moi, il y a ces discussions sur l'arbitrage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout comment est-ce que New York est repassé devant. Tout à Il y fait. a ce 3 points de Brunson, récupération de Josh Hart dans la foulée, 3 points ratés de DiVincenzo, mais rebond offensif d'Hartenstein. Encore une fois, c'est tout à hustle, c'est tout à la mentalité, tout à l'état Complètement. Ouais. d'esprit. Et c'est pour ça, en fait, que pour moi, pour l'instant, les Knicks restent devant dans cette série, malgré effectivement les doutes physiques qu'il peut y avoir. Mais je les laisse devant. Et quand même un petit mot pour Tyrese Maxey, qui au passage a été élu Most Improved Player, il me semble, ça y est. Il est remarquable, et sur les 2 premiers matchs de la série, c'est très clairement lui le meilleur joueur de son équipe. Il est absolument impressionnant. Il est incroyable. C'est vraiment un joueur qui. Je pense que c'est le. Enfin, c'est un coup de maître de la part des Sixers d'avoir réussi ce pic de draft qui était 21e choix, je crois, Tyrese Maxey. Après avoir pas eu de chance avec Ben Simmons. Bon, Ben Simmons, ça a tenu un temps, on peut dire. Mais quand même, ça s'est fini sacrément en eau de boudin. Markel Fultz aussi. Il y a eu plusieurs comme ça couacs en draft, et c'est finalement Tyrese Maxey qui sort du lot, qui est un parfait complément de Joel Embiid. Tu vois leur jeu à deux, à tout ensemble sur le terrain, c'est vraiment un des points forts de Philadelphie. Tu vois bien que les switches défensifs des Knicks, il y a énormément de. C'est difficile pour les Knicks de faire des switches sans se faire punir d'une façon ou d'une autre. Si t'as un grand qui se retrouve face à Maxi, bah Maxi va le prendre de vitesse. Son jeu en pénétration est absolument, mais Élite. c'est complètement fou. Ah oui, c'est... Et Embiid, il y a pas meilleur que lui pour faire. Il peut tout faire. Il peut faire du pick and pop, pick and roll. Il peut enfoncer s'il y a un plus petit. Enfin bref, il peut jouer au large si besoin pour écarter la défense intérieure. Enfin bref, Ouais. il y a une belle combinaison entre les deux. Je maintiens que il y a beaucoup trop de, il y a un manque de discipline du côté des Sixers, notamment dans l'application des schémas défensifs, qui je trouve moi ça me laisse un peu perplexe quand même concernant la suite de cette série, quoi. Je te dis, j'ai vraiment cette sensation que les Knicks sont l'équipe la plus cohérente et la plus solide, la plus sûre de son basket Ouais. quand je vois ces deux équipes jouer, quoi. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Je suis bien d'accord avec toi. Et il y a quand même un truc, c'est quand même que ça n'a rien à voir avec cette série, mais enfin si, Mm. ça en fait partie. Mais la carrière d'Embiid, c'est en train de devenir un des plus grands what if de notre génération. Ah, mais Parce que complètement. quand tu vois ce que ce mec est capable de faire Sur une avec un jambe. corps, Ouais. ouais voilà c'est ça, avec un corps qui va mal sur une Mm. jambe, vraiment qu'est-ce que j'aurais aimé que ce mec-là, il soit préservé des blessures, au moins, tu vois, sur une période de 4-5 ans, qu'on puisse voir sur 4-5 ans à enchaîner les matchs, les playoffs, etc., ce que ça donne. Je pense qu'on n'est pas prêt pour le niveau qu'il aurait pu atteindre. Et puis tu vois bien que les Knicks, ils sont à court de solutions face à lui. Enfin, il y a personne Mais personne en qui est NBA, capable voilà. voilà, personne en NBA est capable de défendre sur lui. C'est un joueur qui a une palette offensive. Si j'ai jamais vu, il a une domination physique sur la quasi-totalité de la ligue. C'est dingue.
C'est exceptionnel. juste dingue. Et là, Joueur tu vois bien exceptionnel. les Sixers, comment ils ciblent Hartenstein. Et Embiid, c'est la clé qui permet de débloquer tout ça. Sans lui, tout ça n'est pas possible. Ouais, ouais, et donc vraiment, ouais, c'est une grande question pour moi. Et du coup, petit conseil à nos amis de Philadelphie, ne le laissez pas aller au JO, les gars. Je dis pas du tout ça parce que ça nous donnerait plus de chance à nous. Il a besoin de se reposer, le gars. Ah, mais je comprendrais même pas qu'il soit dans le team USA cet été. Ah, ce serait hallucinant. Ce serait hallucinant. Ça serait n'importe quoi. Ce serait c'est une façon pour lui de gagner premier titre de sa carrière, probablement. Je sais pas. Ouais, mais bon. Mais c'est ce que le risque est Ouais, c'est tellement ça. colossal. À quel prix? Ouais, ce serait assez fou. Dans la nuit dernière, il y a également eu le match entre Orlando et les Cavs. Alors je t'avoue, je vous avoue à tous que c'est pas une série que je regarde énormément. Je regarde la plupart du temps des longs résumés, mais pas la totalité des matchs. C'est dur de s'organiser pour tout regarder. Je crois que t'allais dire c'est dur à regarder. Non, pas forcément. Un peu quand même, hein. Si, ça l'est quand même, ouais. Ouais, un peu. Ce qui est hallucinant, c'est que Orlando nous a fait 2 purges offensives dans les 2 premiers matchs, et là, tout d'un coup, c'est une victoire sans appel. Ils ont totalement écrasé Cleveland. Je crois que c'est la pire défaite de Cleveland de l'histoire de la L'histoire. franchise. Ouais. Donc c'est pas rien. Il y a eu un shift. Jamal Mosley. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que le dernier match de la saison et les 2 premiers matchs de cette série, il avait intégré Jonathan Isaac dans le 5. Là, il a remis Wendell Carter Jr. Et alors, Wendell Carter Jr. n'a pas été absolument incroyable sur le terrain, loin de là, mais ça a permis, je sais pas, à l'équipe de trouver un espèce de flow offensif, de rythme offensif, pourquoi ça s'est bien passé. J'aimerais aussi faire amende honorable. J'avais dit récemment dans un podcast que selon moi, alors, l'avenir peut-être me donnera raison plus dans quelques années, mais je pense pas. Quand je vois Paolo Banchero dans cette série, quand je vois comment il se comporte sur le terrain, quand je vois sa production sur le terrain, quand je vois comment il agit, tout ce qu'il fait, c'est le franchise player de cette équipe. C'est pas Franz Wagner. Alors Franz Wagner peut devenir un excellent second, mais voilà, je me suis totalement fourvoyé sur Banchero. Il est incontestablement le joueur dominant de cette équipe, quoi. Ouais, il est assez incroyable. Ouais. Il est assez incroyable. Il est épatant. Il est vraiment épatant. Et dans sa création de jeu, il a jamais peur de prendre un tir. Et pourtant, il y a des clients en face. Hein. Il pue le basket, Banchero, quoi. Ouais. Ouais, bah écoute, moi je suis content qu'Orlando ait retrouvé des couleurs sur ce match 3 à domicile. On s'y attendait un peu parce que c'est quand même quelque chose qu'on a constaté tout au long de la saison. Orlando n'est pas du tout la même équipe à domicile et à l'extérieur. Hein. Vraiment une très très bonne équipe à domicile. Et pourtant, le début de match est à l'avantage des Cavs. Cette nuit, ils démarrent mieux, ils défendent bien. Mobley, encore une fois, est à son avantage en tout début de match, mais petit à petit, le Magic réussit à se mettre dedans, bien lancé notamment par cette action à 3 points de Franz Wagner. Et derrière, tu l'as dit, Banchero commence à enchaîner à mi-distance. Jalen Suggs a rassuré sur son état physique, et ça, c'était hyper important, parce qu'on avait quand même vraiment des craintes après ce qui lui était arrivé au match 2, où il avait eu un souci au genou, je crois. Tout à fait. Donc voilà, l'écart, ensuite l'écart n'a eu de cesse que de grandir jusqu'à atteindre la 30aine de points, et le 4e quart-temps, 12 minutes de garbage time, ça faisait pas plaisir. Pitié, ne faites plus ça. Mais ouais, non, un vrai match sans pour les Cavs qui ont été pris à la gorge par le Magic. Donovan Mitchell fait probablement un de ses plus mauvais matchs en playoff depuis le début de sa carrière, je pense. Bref, c'est vraiment un match à oublier. Ils ont subi exactement ce qu'ils ont fait subir aux joueurs d'Orlando sur les 2 premiers matchs en les limitant à moins de 90 points. Bon, voilà, pour moi, ça change pas vraiment l'issue qu'on avait pronostiquée dans cette série. Je pense que les Cavs restent quand même une meilleure équipe qu'Orlando. Je pense qu'ils ont plus de certitude, qu'ils ont plus de qualité. Maintenant, on va pas se mentir, cette série, elle est décevante. Hein. Les matchs sont pas extraordinaires. Jusqu'à présent, l'équipe à domicile a toujours pris un gros ascendant sur son adversaire. Ouais, c'est assez pénible. Ouais, c'est vraiment pas fou. Et je m'attendais quand même, sans m'attendre, enfin, je m'attendais pas à un truc exceptionnel, mais je m'attendais quand même un peu à mieux. Ouais, moi aussi, complètement. J'ai été halluciné de la non-production totale des lignes arrière côté Orlando aussi. Ouais. Fultz, Cole Anthony, mais ils ont commencé cette série absolument
Je sais pas, j'ai rarement vu des performances aussi atroces. Gary Harris n'arrive pas à rentrer dans la série non plus. Enfin bref, ouais, c'est pas mal de, c'est de la purge quoi. C'est la purge totale et voilà. Heureusement, Banchero a sauvé un peu les meubles hier, mais derrière Cleveland nous Après, sort quoi. Enfin, Full, c'est mieux hier quand même. ah oui, Fultz aussi est sorti un Paul peu de. Anthony aussi, c'est mieux. Fultz, il fait les deux premiers matchs, il est totalement transparent, Ah bah, existe même pas il met quoi. un point en 2 matchs, je crois. Oui, Voilà. je crois que c'est ça, oui, c'est ça, Oui, c'est ça, exactement. ouais. 2 points en 2 matchs. Non, non, Donc, mais bien sûr. donc c'est pas jouable en fait. Et par contre, vraiment, alors j'insiste un peu là-dessus, sur lui, mais moi, s'il y a un mec dont j'ai envie de parler sur le début de cette série, c'est Evan Mobley. Je trouve que vraiment, il a tellement d'atouts, ce mec, et enfin, sur certaines séquences, ses atouts sont mis en valeur. Il est capable d'avoir tellement d'impact des deux côtés du parquet. Évidemment, tout n'est pas parfait. Évidemment, il est encore très perfectible, mais il faut quand même pas oublier qu'Evan Mobley, il a que 22 ans et c'est rien. Et franchement, s'il continue à progresser, ce mec-là peut vraiment devenir un sacré joueur. J'ai besoin de le voir plus mordant au rebond Je comprends. enfin dans sa production à l'intérieur. J'ai encore beaucoup de questions. Souvent, je me gratte la tête quand je le vois jouer quand même. Il y a des éclairs de génie, il y a des moments où tu vois le potentiel, et il y a des moments où tu te dis what, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi. Ouais, mais Des fois, t'as carrément l'impression qu'il est absent, quoi. C'est. oui, c'est vrai, c'est vrai. Et parfois, il fait des fautes bêtes. Bah, tu vois, par exemple, je parlais de l'action à 3 points qui lance le Magic l'année dernière. C'est lui qui fait faute sur Franz Wagner. La faute, elle est pas utile. Mais, mais, mais franchement, moi, je trouve que vraiment pour son âge, parce que vraiment, je rappelle, il a 22 ans, il a le même âge qu'Anthony Edwards. Si, je trouve vraiment qu'il a des qualités qui sont impressionnantes. Tout à fait. Garland aussi, tu vois, Garland était très décevant la nuit dernière. Oui. Ouais, je sais pas. C'est vraiment c'est trop le chaud et le froid cette équipe en fait. Il y a des moments où ils passent totalement à travers leur rencontre et ça date pas de la série face à Orlando. C'était un peu ça aussi l'histoire de la saison. Oui, mais tu vois, j'ai hâte de voir. Bon, là, on est en train de se projeter sur l'après-playoff, mais si effectivement les rumeurs annonçant un départ de Donovan Mitchell cet été se confirment, j'ai assez hâte de voir comment est-ce que ces mecs-là vont être responsabilisés et comment, tu vois, comment tout ce qui se passe en ce moment, ça va leur servir pour leur progression future. Ouais, tout à fait. On verra ça. En tout cas, voilà. Ça rejoue, je crois, samedi. Samedi, ça sera visible chez nous en direct. Peut-être me Oui, pencher sur ce match. Regardez ça. Si Orlando continue sur sa montée. Franchement, Banchero était vraiment épatant dans c'est ce pas Game tort. 3. Les Mavericks face aux Clippers. Dallas, à ma grande surprise, a attendu toute une mi-temps avant de rentrer dans ses playoffs. Ça leur a coûté le premier match largement. Kawhi Leonard a fait son retour dans le Game 2. Il n'était pas en rythme. Dallas a réussi à s'imposer au forceps grâce à sa défense de manière assez étonnante. Il y a un truc qui m'a beaucoup marqué dans les premières rencontres de cette série. Je m'attendais pas forcément à ça, mais c'est à quel point le jeu intérieur des Mavs a souffre dans l'entame de cette série. Je m'attendais pas à ce que Zubac marche sur les intérieurs des Mavericks à ce point-là. Bah, moi non plus. Très franchement. Ouais, ouais, non, moi non plus. Zubac, on sait qu'il a toujours eu des très bonnes mains, ce mec-là, mais par contre, je pensais pas que physiquement, il allait s'imposer comme ça. Mais c'est surtout plus que la production même de Zubac, c'est la domination physique Oui, c'est ça. et à quel point Gafford et toute la clique à l'intérieur là, elle semblait frêle et frêle et pas prêt quoi, pas Bah, prêt pour se manger ça quoi. non, et c'est une donnée qui est vraiment importante parce qu'on sait que les Mavs ils sont assez ambitieux sur ces playoffs. Ils visent au-delà de. Enfin, ils sont plus ambitieux en tout cas qu'il y a quelques semaines. Et si Tout tu à veux fait. être ambitieux en playoffs, Gafford doit absolument step up. C'est pas le seul, mais il Ah fait mais partie de complètement. ceux qui doivent vraiment vraiment proposer autre chose. Alors après, point rassurant côté Dallas, c'est le fait que pour l'instant la défense tient le coup et on voit bien à quel point la défense est importante quand tu arrives en playoff, c'est que si jamais ton attaque t'as du mal à te mettre en t'as du mal à la mettre en place, tu peux toujours te reposer sur ta puissance défensive. Et je m'attendais pas à avoir une telle production défensive de gars comme Luka Doncic et même Kyrie Irving à un certain point. La défense de Kyrie sur Harden dans le match 2, par exemple, je trouve
sortait du lot, quoi. Ah, Luka Doncic, il a été énorme. Je sais pas si tu as Il vu a les été chiffres. énorme. Mais si, bien sûr. Ouais. ESPN a sorti les chiffres. Quand ils sont défendus par Luka Doncic sur le match 2, les Clippers, c'est 2 sur 17 quand même. 6 sur 24 défenseurs, premier défenseur, 2 sur 9 à 3 points. Et on parle de défense face à Leonard, Paul George et James Harden. Ah ouais, non, c'est vraiment impressionnant. En même temps, enfin après, on attendait quand même vraiment une réaction des Mavs lors du match 2 parce que c'était tellement frustrant le premier match de cette série. Ah, j'étais pas content moi. Hein. J'avais les poings serrés devant le match. On s'attendait tellement à mieux et cette entame C'était une déception en monumentale. Enfin, je veux demi-teinte dire, ouais. absolue. Ah ouais, ouais, Ouais. c'était vraiment vraiment décevant. Donc oui, moi j'attends quand même un peu mieux, notamment du supporting cast des Mavs de Daniel Gafford, on l'a dit. Mais j'attends aussi de voir comment ça va évoluer. Luka Doncic, il joue 46 minutes hein, sur le match 2. C'est quand même pas idéal pour une équipe qui se veut ambitieuse de Mais faire pas jouer du tout. autant Mais pas du tout. ton meilleur joueur. Je trouve quand même que Jason Kidd a bien répondu à Tyronn Lue dans le match 2. Il a trouvé des adaptations en attaque pour mettre Zubac dans des situations plus compliquées qu'au match 1. Il a aussi su libérer des espaces dans la raquette. Il a mis en place une meilleure circulation de balles. Défensivement, il a trouvé quelques solutions pour éviter que Zubac se régale à nouveau. Maintenant, la vraie question, de toute façon, c'est toujours la même. C'est la question Kawhi Leonard. Il a rejoué lors du match 2 et pas qu'un peu. Hein. Il a passé 35 minutes sur le parquet quand même. Mais quand t'entends Tyronn Lue parler, on sait pas à quel point il va être capable de monter en puissance et de reprendre le rythme rapidement. Et ça, pour moi, c'est quand même la question centrale de la suite de cette série. Complètement, ouais. Et si Kawhi arrive à se mettre en jambes, ça peut totalement modifier la physionomie de cette série. La stat la plus impressionnante pour moi reste quand même l'influence de Russell Westbrook sur les 2 premiers matchs. À chaque fois qu'il est sur le terrain, les Clippers dominent Dallas et pas un peu. Le différentiel de points est de 15,9 toutes les 100 possessions quand il est sur le terrain. Grosso modo, sur les 48 minutes où il a joué, où il était sur le parquet face à Dallas, les Clippers ont scoré 107 points et les Mavericks 90 points. Ouais. Donc, c'est assez étonnant, je trouve. Et ça confirme en même temps la sensation qu'on a eue cette saison, où on s'est dit, notamment le moment où il s'est blessé là face aux Wizards, c'était début mars. Et après, il a manqué une longue période, 12 matchs, je crois. Ils ont fait 6-6 pendant la période où il était pas là. Et tout d'un coup, tu te disais, mais attends, mais c'est dingue. Westbrook est à ce point important dans cette équipe. Et tu vois bien, l'énergie qu'il apporte en sortie de banc, elle est devenue dans cette équipe absolument indispensable et je m'attendais pas à ça. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. C'est vraiment devenu quelque chose d'extrêmement important. Maintenant, et des deux côtés du terrain, autant oui. offensivement que défensivement. C'est ça auquel moi j'ai toujours considéré Westbrook comme un défenseur pas discipliné, toujours mais un au moins peu qu'il se tête en cachait l'air. pas. Et cette saison, franchement, il est épatant dans ce rôle-là. Quoi. Je suis d'accord, mais après au moins il s'est jamais vraiment caché en défense. Effectivement, il avait des soucis, mais c'était pas par flemme ou par volonté de pas défendre. En fait, le problème que moi j'ai avec les stats de cette série, c'est que en fait sur les 4 mi-temps, les Mavs en ont joué que 3. Donc forcément, ça tronque un peu certaines stats, ça donne une vision qui est un peu particulière des stats, mais je trouve que quelque part en fait Dallas a de la chance d'avoir réussi à récupérer d'avoir réussi à gagner un des 2 matchs alors que Kawhi était revenu et alors qu'ils ont à ce point-là déjoué sur le premier match quelque part. En fait, tu vois, il y a vraiment on est vraiment dans une situation où tu peux voir le verre à moitié plein ou à moitié vide et c'est vrai que côté Mavs, moi là, j'ai plutôt tendance à le voir à moitié plein. Ils s'en sortent finalement assez bien. Au début du 4e quart-temps dans le match 2, quand Westbrook sort du terrain, je crois qu'ils ont 6 points d'avance, c'était 73-67. Il sort, Tyronn Lue le sort, et il se mange un 14-0 dans la foulée. Ouais, avec PJ Washington qui lance le tout. Ouais. Parce que après, c'est Doncic et Kyrie qui enquillent, mais c'est PJ Washington qui lance la série. Ah, qu'on se comprenne bien, hein, je suis pas en train de dire c'est que parce que Westbrook était pas là que ça s'est passé comme ça. Je suis pas idiot. Je sais bien que c'est pas comme ça que ça se passe.
Mais n'empêche que un journaliste a fait la réflexion à Tyrone Lue pendant la conférence de presse d'après-match, et il a dit, bah écoutez, je vais regarder un petit peu de quoi il retourne, et il a acquiescé en disant effectivement, oui, Westbrook est un élément indispensable de cette équipe, quoi. Ouais. Et ça, cette donnée-là, je m'attendais pas à ça. Et effectivement, comme tu dis, Kawhi, Game 3, voilà, là, les Clippers doivent désormais récupérer l'avantage du terrain qu'ils viennent de perdre. Et j'ai hâte de voir ça et de voir comment Dallas. Est-ce que Dallas est capable de monter en puissance? Est-ce que Gafford, tout ça. Alors Kleber, il a plutôt fait un bon match pour le coup, mais Et il faut que Dallas monte en puissance. voilà. Est-ce que Dallas est capable de montrer un vrai visage? Parce que très franchement, au tout début de ces playoffs, je me disais, si Dallas passe les Clippers et se retrouve face au Thunder, on va parler un peu du Thunder tout à l'heure. J'étais vraiment tout à fait parti pour donner Dallas favori, quoi. Pareil. Là, je commence à avoir des hésitations là, très Non, sincèrement. pareil. Non, c'est sûr, il faut absolument que Dallas monte en puissance. Il faut qu'on puisse voir l'impact de joueurs comme Gafford et qu'on soit aussi rassuré sur son état physique, parce que Gafford, mine de rien, la nuit dernière, il joue moins de 10 minutes, il sort pour des problèmes au Ouais, dos. Enfin, complètement. Il est pas bon, ouais. il est pas, non, il est Ah, il est pas bon. Il est bien. pas dans son assiette, quoi. Ouais, voilà, il est pas bien. Ouais, il est clairement pas dans les bien. meilleures dispositions. Mais donc oui, la suite de la série va être importante de ce point de vue-là. Je trouve que c'est encore très ouvert. Maintenant, moi, je reste sur mon prono initial, qui est que les Mavs, pour moi, sont devant. En fait, si on retrouve les Mavs qu'on a eu en fin de saison régulière, pour moi, il doit même pas y avoir de débat. Je suis d'accord avec toi. Enfin, je Et pour pensais l'instant, on n'y est pas. exactement la même chose que toi. Là, après le match 2, très sincèrement, je me dis clairement que si Kawhi Leonard arrive rapidement à se mettre en rythme, Oui, il y a mais vraiment un coup à jouer pour les Clippers. l'histoire de la NBA de ces 10 dernières années nous montre bien que quand tu commences ta phrase par si Kyrie va bien physiquement, si C'est Kawhi va bien Kawhi, physiquement, hein, et ça se passe jamais comme ça en réalité, enfin rarement en tout c'est cas, sûr. malheureusement. Malheureusement, ouais. C'est terrible. C'est vrai, c'est vraiment terrible. C'est terrible. Les Suns face aux Wolves. Les Wolves ont maintenu, eux, l'avantage du terrain avec une magnifique victoire dans le Game 2, portée par la meilleure performance en carrière de Jaden McDaniels en playoff. Il a mangé les Soleils de Phoenix en attaque et en défense. J'ai énormément aimé l'attitude d'Anthony Edwards, qui était maladroit dans ce deuxième match. Et pourtant, il n'a jamais baissé les bras. Il ne s'est jamais plaint. Il a participé pleinement à cette victoire en étant actif dans tous les autres compartiments du jeu, notamment en défense. Son duel face à Bradley Beal me régale. Cette façon dont il a de chambrer Bill à chaque fois, ça me fait hurler de rire. Ouais, c'est pas un duel, hein, c'est du harcèlement, hein. C'est à sens unique, hein. Mais je trouve que pour un jeune joueur, c'est une immense preuve de maturité Absolument. que de se comporter de cette manière-là. Il n'est pas en train de râler, il se décourage pas, il n'est pas là à baisser la tête, à baisser les épaules en se disant ah mais j'arrive pas à rentrer mes tirs. Tu sais, il est pas auto-centré sur lui-même. Eh oui, mais c'est On en a déjà l'expérience. parlé toi et moi en plus dans ce podcast. C'est quelqu'un qui est ultra généreux avec ses coéquipiers, il est content de voir ses coéquipiers briller, il a totalement confiance en eux. Et quand tu voyais Jaden McDaniels qui était en train de faire des prouesses sur le terrain, tu voyais que Anthony Edwards, il était totalement inspiré. Ça lui filait une énergie de dingue et que il participait à l'effort comme voilà, enfin comme un bon coéquipier quoi. Ouais, mais c'est la maturité d'un joueur de 22 ans qui en est déjà à sa 3e campagne de playoff. Et je pense que Anthony Edwards, en fait, je pense que dans sa tête, ce qui se passait, c'était, mais attends, mais ça veut dire que là, dans cette équipe, je peux faire des matchs médiocres et on gagne quand même, quoi. C'est Complètement. que du bonus, mais c'est génial. Et tu sens effectivement qu'il a cette maturité-là de prendre les choses remarquablement bien. Et ouais, les Wolves font vraiment le boulot. Ils prouvent au passage à tous ceux qui doutaient d'eux, et ils étaient très nombreux, qu'ils ils sont sur le podium de l'Ouest et que ça n'est pas un hasard du tout, qu'ils ont parfaitement maîtrisé cette saison régulière et que pour l'instant ils sont en parfaite maîtrise de ce début de série. Défensivement, on les sent, mais on les sent
hyper bien préparés, ils savent exactement comment réagir à toutes les tentatives d'isolation, parce que il n'y a pas d'autre tentative que de l'isolation, hein, côté Phoenix. Donc c'est super, et on ne peut que mettre en valeur le travail de Chris Finch et de son staff pour ça, parce qu'ils ont extrêmement bien préparé cette confrontation. Ouais, complètement, ouais. Franchement, cette équipe est partie pour. Je vois absolument pas. Je vois pas un scénario où ça perd face à Phoenix. Phoenix, Grayson Allen est en délicatesse avec sa cheville. Si improbable que cela puisse paraître, s'il est plus dans cette série, je donne vraiment pas cher de la peau de Phoenix. Déjà, avec lui dans l'effectif, Ouais, déjà c'est chaud. voilà, ouais. Sans lui, pour moi, c'est mort. Clairement, vu comment il est indispensable à cette équipe en termes de shooting. Maintenant, après avoir dit ça, je continue. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression de battre un cheval mort bientôt là, mais ce trio de superstars ne fonctionne pas, quoi. Ça ne fonctionne absolument pas quand tu vois les stats de Devin Booker. J'ai envie de pleurer, quoi. Ça ne marche pas. Kevin Durant, tu regardes ses pourcentages au tir, tout ça, tu regardes son efficacité offensive. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal du tout, c'est même très très bien. Mais il y a aucune inspiration, il y a pas de, il y a pas de volonté, pas d'engagement. Dès qu'ils se prennent un coup au visage, t'as l'impression qu'ils ont déjà baissé les bras. Putain, c'est d'une, je sais pas. C'est triste. Ouais, C'est d'une tristesse sans nom, cette équipe. ouais, KD, à la limite, c'est peut-être le moins critiquable des trois. Il fait un bon premier match, mais ouais, le Devin Booker de la saison dernière. Et quand je dis ça, je parle pas uniquement en termes de performance, parce que je suis le premier à dire qu'il a besoin d'un meneur à ses côtés, mais même dans l'attitude, dans l'état d'esprit. La saison dernière, il se battait dès qu'il y avait un ballon perdu, il revenait, il était vraiment dans le combat. Tu sentais qu'il. Complètement. Là, je retrouve pas ça. Et franchement, Bradley Beal, on a juste l'impression que la grève dans cette équipe, elle a jamais pris. C'est, c'est terrible en fait pour les Suns de voir que même quand Anthony Edwards est pas bon, est pas bien, il y a aucun problème, il y a aucune difficulté pour cette équipe des Wolves. Vogel a juste pas fait du bon boulot avec cette équipe. Offensivement, c'est trop médiocre par rapport au potentiel qu'il y a. Alors, il a beaucoup de circonstances Ouais. atténuantes. Pour Mais moi, grave, c'est ce que j'allais dire. voilà. Faut arrêter avec de tout remettre sur le dos de ce gars-là. Il a un Non, mais il faut le effectif qui dire quand colle. même. Il y a un effectif ça n'a aucun sens cet effectif. Alors, déjà de base, l'effectif, il a aucun sens, mais en plus, c'est un effectif qui est absolument pas adapté à ses qualités de coach, que ce soit Tout Indiana à ou les fait. Lakers. Vogel, c'était un coach avant tout défensif, qui donnait de l'importance dans le jeu à ses pivots. Là, on est à un stade de la saison où on se cherche plus d'excuses. Il doit trouver des solutions pour améliorer le jeu offensif de son équipe de toute urgence, mais je vois pas comment il va y arriver. Et et vraiment, alors, défensivement, il y a quand même eu du mieux entre le match 1 et 2, et notamment Anthony Edwards, il est beaucoup mieux défendu sur le match 2, donc ça, c'est quand même à mettre à son crédit, mais offensivement, c'est horrible, il n'y a rien qui va. Comment c'est possible de n'avoir que de l'isolation à proposer à ce stade de la saison? C'est Ouais. scandaleux. Enfin, vraiment, je suis désolé, mais c'est scandaleux, et pourtant, moi, je l'aime bien, Vogel, hein, c'est vraiment un coach que j'aime bien, mais c'est scandaleux ce qui est Hmm. proposé offensivement. Là. Il il y a trop de tirs difficiles. La défense des Wolves est trop forte pour se laisser marcher sur les pieds de cette manière-là. Ça se passera pas comme ça, pas contre cette équipe, clairement. Et ils sont incapables de générer une attaque efficace. Je comprends même pas comment ils vont s'en, Ouais, comment ils vont puis s'en dans sortir, quoi. l'attitude, en fait, tu Ah vois, oui, oui, bien cette sûr. équipe, c'est l'anti-Knicks, c'est l'anti-Heat de la saison dernière. Il y a pas de Non, collectif, il y a pas de caractère, il y a pas de il y a hustle, rien. il y a pas de notion de sacrifice, et C'est tu peux ça. rien faire en playoff sans ces éléments-là. Et quand tu es en plus incapable de produire un jeu offensif cohérent, bah, il te reste plus que tes yeux pour pleurer. Et aujourd'hui, Mm. malheureusement, pour les fans des Suns, on en est là, quoi. Et je suis tout à fait d'accord. Je suis désolé hein, pour s'il y a des gens qui écoutent ce podcast en disant ouais d'accord, bah, bien vu le niveau de l'analyse. Mais il y a un moment où t'as plus d'analyse dans le détail à faire. Il y a juste à regarder le match et tu comprends que quand tu vois l'attitude des joueurs, tu vois bien il y a pas de, Mais c'est ça, c'est qu'il y a même pas de système à il y a pas analyser, de par système. exemple. Voilà, il y a pas de système, il y a pas de solution. Il y a pas. Tu vois bien que les joueurs sont eux-mêmes sont découragés en vrai. Et très vite dans le match, je veux dire, tu regardes le match 2 troisième carton, tu pouvais déjà te dire bon bah les gars ils ont lâché l'affaire quasiment quoi. Ouais. Ouais, ouais, on sent pas du tout de révolte ou Non, non, ça, je suis d'accord.
Absolument pas. Une stat tristounette avant de clôturer Wolves Suns. Sur les 35 matchs de playoff joués par Kevin Durant depuis qu'il a quitté les Warriors, son bilan est désormais à 16 victoires, 19 défaites. Alors je dis pas que c'est la faute de Kevin Durant, je suis pas en train de l'accuser de quoi que ce soit, C'est triste quand même. mais c'est triste. Entre Brooklyn et Phoenix, je pense que les fans de Kevin Durant, dont je fais partie. J'ai été sa période Thunder, enfin voilà, sa période Thunder surtout. Quand il a quitté Thunder, j'ai déjà expliqué dans le podcast, ça m'a brisé le cœur, mais et j'ai jamais pardonné. Mais clairement, c'est voilà, mauvais choix. J'aurais préféré, encore une fois, qu'il reste aux Warriors et qu'il continue son parcours là-bas plutôt que de s'associer avec enfin en faisant des erreurs d'association quoi. Son association avec Kyrie c'était une erreur, la venue de James Harden c'était une erreur, en tout cas ça a pas fonctionné. Si c'était resté en bonne santé, je dis pas le semi bon parcours de 2021 peut être sorti ad nauseam par les fans, mais et là Phoenix, enfin c'est dingue. C'est dingue. Souvenez-vous de comment on parlait de Phoenix au début de la saison. Re-regardez les articles en septembre et en octobre, enfin le moment où Bill a rejoint cette équipe, tout le monde était là à crier ah mon Dieu, la finale c'est Boston Phoenix quoi. Je sais plus combien de fois j'ai vu ça dans les brackets de début de saison, mais On a même entendu pas mal de la finale, ça sera Phoenix-Milwaukee, parce que tu comprends le duo Lillard-Antetokounmpo. Non mais oui, c'est triste. Mais alors juste un petit mot de la fin quand même, pour rester sur une bonne note, et un truc qui est plutôt cool, c'est Rudy Gobert fait quand même un très très beau début de campagne de playoff. Offensivement, on l'a rarement vu autant tenter de choses. On sent qu'il est très en confiance et qu'il n'a absolument pas peur de cette équipe de Phoenix, et ça fait plaisir à voir. Complètement. Tout à fait. En tout cas, j'ai pas trop de doutes sur le fait que Minnesota passe l'épreuve. Maintenant, le Phoenix peut tout à fait nous montrer un nouveau visage dans le Game 3 à domicile. C'est la dernière chance. De toute façon, il y a pas de, voilà, 3-0, c'est terminé. Donc, il y a encore un micro espoir de voir les Suns réagir, de faire de cette série une vraie série, un vrai combat, un vrai affrontement. Et je pense que voilà, ça sera le prochain match ou jamais. Très clairement. Thunder Pelicans, les Pelicans ont clairement, on en avait parlé, hein, toi et moi, dans les derniers podcasts. C'est ce que je t'avais dit. Le premier match, potentiellement, c'est le coup à jouer pour les Pelicans, qui, eux, avaient un peu d'expérience. Et le Thunder, c'était le baptême du feu pour ce groupe, très jeune. Et on a bien vu, hein, c'était un peu compliqué pour eux de se lancer dans ce premier match. Deuxième match, ça a déroulé dans tous les sens. Shai Gilgeous-Alexander, Shelton Green, Jalen Williams, en pleine force, le reste de l'équipe pareil, très impressionné par le Thunder, très déçu par la Nouvelle-Orléans, je vais pas te le cacher, et surtout par Brandon Ingram, qui se fait manger tout cru par Lou Dort. Willie Green, je trouve qu'il montre clairement ses limites. Quand je vois l'effectif des Pelicans, j'ai du mal à me dire que tu peux pas en tirer plus que ça, quoi. Et je trouve que cet effectif est mal exploité, que les joueurs sont mal préparés, et que la stratégie, elle est pas bonne. Elle est pas bonne du tout, quoi. Ouais, alors je suis d'accord. Très, très déçu. Je suis d'accord, je trouve que l'équipe, les Pels dégagent une impression assez soft. Après, franchement, Ingram, je ne souhaite pas à mon pire ennemi d'être défendu en 1 contre 1 par Lou Dort. Ça fait flipper. Vraiment, le Dort est trop fort. Mais ouais, moi, ce que je trouve impressionnant avec le Thunder, c'est qu'ils prennent de l'expérience à toute vitesse, parce que t'as parlé de la différence entre le match 1 et le match 2, mais même en fait, on peut parler de la différence entre la première mi-temps du match 1 et la deuxième mi-temps du match 1. C'est dingue, ils relèvent tout de suite la tête, ils rentrent dans le match, ils trouvent des solutions, même en fin de match quand ça redevient difficile, ils se sont pas affolés, ils savent aller chercher la victoire. Franchement, c'est une équipe qui est vraiment impressionnante à ce niveau-là et qui grandit à une vitesse qui n'est pas normale, je trouve. Et c'est une victoire qui est fondatrice. Il me semble, alors il faudrait que je vérifie, mais il me semble bien avoir lu que dans toute l'histoire de la Ligue, le Thunder est l'équipe la plus jeune à avoir jamais terminé en tête de sa conférence. Et en fait, ce premier match de playoff, il était hyper important parce qu'il pouvait donner le ton de cette campagne. Tu vois, si tu le perdais, tu pouvais avoir une campagne qui était plus compliquée, ou tu vois, ça leur mettait un espèce de coup d'arrêt, ou
là, ils sont complètement sur leur lancée. Tu vois, si tu perdais ce premier match, tu pouvais un peu. En fait, ce que disaient beaucoup d'analystes, à savoir que le manque d'expérience allait leur coûter de beaux playoffs, ça aurait pu rentrer dans leur tête. Là, c'est tout l'inverse qui se passe. En s'arrachant et en allant chercher cette victoire, ils ont su donner un ton hyper positif à cette campagne et du coup, ça leur a simplifié la vie pour le deuxième match qui a effectivement été beaucoup plus simple. Mais je comprends ce que tu dis sur les Pels. Moi aussi, je suis déçu. Je trouve que vraiment, mis à part Herb Jones, c'est quand même très soft. Mais quand même, je suis hyper impressionné par le Thunder. Ouais. Et Charlie, je suis désolé, mais Brandon Ingram, c'est une déception monumentale. Ouais, mais moi, ça m'étonne pas tant que ça. Ouais, bah, Ça m'étonne pas tant que ça, tu vois. C'est un mec qui aime pas qu'on aille le chercher dur en oh là là physique, là tu vois. là. Et là, c'est exactement ça qui se passe. Et c'est pas un franchise player, en fait, Brandon Ingram. Ça, c'est quelque chose on l'avait évoqué dès qu'on a su pour la blessure de Zion Williamson, quand on a Mhm. fait le preview dimanche dernier. Je suis pas si étonné, moi, de le voir à ce point-là en galère face à Lou Dort. Ouais, bien sûr. Tout ce que je disais tout à l'heure par rapport à Anthony Edwards, tu peux mettre le contraire sur Brandon Ingram. Le mec, dès qu'il y a un peu de difficulté, dès qu'il est un peu contrarié, bra, Ah oui, mais fini. ça, Le c'est, mec, il est sorti du match, il n'y a plus rien à faire, quoi. ouais, mais ça, c'est Le du mec Brandon Ingram boude, tout je craché. boude. Oh la vache. Et Ingram, il a ce côté-là, Insupportable. il a une vraie passivité, et c'est aussi pour ça que pour moi, ça ne pouvait pas être un franchise player, c'est que c'est vraiment pas un mec qui va, c'est pas un mec qui va dominer les événements. C'est un mec qui va subir les événements et réagir en fonction. Ouais, complètement, ouais. Et c'est pas du tout compatible avec le fait d'être franchise player, ni même d'être première option d'une équipe. Ouais. Je sais pas. Ouais. Je suis vraiment. Je pense qu'il y a mieux à faire avec cet effectif des Pelicans. Et quand tu vois Marc Degnaud là qui fait des ajustements pendant les rencontres Incroyable. à tour de bras, il y a un moment, les Pelicans ils sortent une zone, le mec enfin prend un temps mort, arrive à, à diriger son équipe de façon à ce qu'ils contournent tout ce qu'on leur met devant eux, ils arrivent à s'en défaire et à s'en libérer quoi. Ouais, et puis C'est impressionnant. sa gestion Euh, du cas Valanciunas entre le premier et le deuxième mais match. complètement. Non, mais c'est incroyable. Enfin, en fait, c'est ce qui se passe là pour Oklahoma City, c'est du pain béni pour l'avenir de cette équipe. Tous ces jeunes sont en train de prendre une expérience folle. C'est génial. Je suis très très content de voir ça. Je suis un peu déçu pour les Pels, effectivement, mais je pense que tu as raison. L'occasion, c'était ce premier match. S'ils avaient pris ce premier match, on serait peut-être en train de tenir un tout autre discours. Mais ils n'ont pas réussi à le prendre et résultat, ils ont lancé quelque chose du côté d'OKC. En tout cas, il y a un recalibrage des choses à faire du côté des Pelicans, à mon goût. On verra bien comment ça se passe quand ils se retrouveront à la Nouvelle-Orléans, mais je m'attends à aucun miracle personnellement. Juste un petit clin d'œil à Chet Holmgren quand même, Ouais, qui après un premier carton poussif dans le game 1, dans les 7 cartons qu'on suivi, donc à cheval entre le game 1 et game 2, notamment le game 2 où il a été absolument resplendissant. C'est 38 points, 13 rebonds, 5 contre, 14 sur 20 au tir, 4 sur 8 à 3 points. Le mec, il est juste incroyable, quoi. ouais, Il ouais, tient, non, il tient la route, il essaye pas il essaye pas d'être quelqu'un d'autre sur le terrain, et son association avec Che Gilgeous, laisse tomber. C'est le trio là. De toute façon, je te l'ai dit l'autre fois. Le trio Williams, Gilgeous-Alexander, Holmgren, ah, c'est pour l'avenir, c'est c'est incroyable. royal. Ouais, ouais, c'est C'est fou. royal. Quand tu penses que tous ces mecs-là sont tellement jeunes en plus, enfin, c'est dingue. Indiana face aux Bucks. On est à un partout. Dame Time s'est invité dans le game 1. 35 points en première mi-temps. Il a mis le feu. Il a mis le feu dans le stade des Bucks. Indiana a réussi à renouer avec son identité offensive dans le Game 2. Ouais, Pascal Siakam est tout d'un coup devenu un problème insoluble pour Milwaukee. On vient d'apprendre que Chris Middleton était potentiellement absent du Game 3 en raison de sa cheville qui refait des siennes. Waouh. Milwaukee, ça, pareil, ça sent pas bon du tout. Ça sent pas bon du tout, du tout, du tout, cette histoire. bah, c'est-à-dire que oui, l'incertitude qui entoure l'état physique de Chris Middleton, c'est un problème supplémentaire pour eux.
Et en plus, couplé au fait qu'effectivement Indiana est quand même monté en puissance sur ce deuxième match, parce que ils ont beaucoup mieux attaqué, mais ils ont aussi plutôt pas mal défendu en fait, ce qui est quand même Complètement, ouais. quelque chose d'évident quand on parle de Ah, ces Pacers-là. ils ont changé le rythme du jeu, en fait, et ils sont devenus beaucoup plus agressifs. Tu as bien raison, défensivement. Et ils ont beaucoup plus joué les contre-attaques d'un point de vue offensif. Et ça a complètement fait la différence, quoi. Mais c'est normal. En fait, moi, je suis désolé, mais il y a un truc qui me choque dans cette équipe de Milwaukee, c'est le repli défensif de cette équipe. Il Et est ils courent pas. nul. Ouais, Ils mais courent pas. c'est honteux. Enfin, Ouais, non, mais c'est fou. non, mais en plus, je veux dire, on parle d'une équipe. Dans cette équipe, il y a des joueurs, ils ont été habitués à avoir une défense ultra dominante et tout. Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait à ce point-là un changement de mentalité? Je comprends pas. Mais donc effectivement, du coup, Indiana s'est régalé là-dessus. Ils ont imposé leur rythme en profitant justement de ces soucis de repli défensif. Siakam domine cette série d'une manière hallucinante. Sur les deux premiers matchs, Époustouflant. il tourne à 36 points, 12 rebonds, 4 passes à 50% à 3 points. C'est dingue. C'est Giannis, mais avec un shoot à 3 points, quoi. C'est le patron de cette équipe. Haliburton est en train de retrouver quelques petites couleurs. Alors, il est encore très loin de ses brilles en saison régulière. Il a souffert lors du premier match, mais il a retrouvé un peu d'adresse à 3 points. Sur le deuxième match, il donne 12 passes décisives. Il a que 2 ballons perdus. On l'a senti quand même beaucoup moins gêné par la défense des Bucks. Donc on peut espérer qu'il continue à monter en puissance. Moi je l'espère parce que je pense que c'est important pour Indiana que son chef d'orchestre réponde présent. Il était bon dans la gestion du jeu dans le Game 2. Oui. C'était très rassurant de le voir comme ça, même si il est très loin de l'impact du début de saison. Mais au moins il force pas. Mais voilà, tu retrouves un petit peu le Haliburton chef d'orchestre qui distribue les ballons, et ils ont besoin qui joue ce rôle-là, qui joue ce rôle de distributeur et de gestionnaire du tempo. Et sans ça, ils ont tendance à cafouiller leur basket, quoi. Et là, par contre, quand ça prend, ils ont l'air invincibles, les Pacers. En tout cas, face aux Bucks, ça c'est sûr. Oui, c'est ça, face aux Bucks. Ouais. Face aux Bucks, ouais. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'ils ont fait le job en allant chercher un match. Donc, quelque part, on peut se dire que Milwaukee s'en sort plutôt pas mal en ayant gagné ce premier match sans Giannis, que ça les laisse en vie dans la série. Et que s'il revient peut-être pour le match 3, alors tout est possible. Mais c'est vrai que quand on écoute Doc Rivers donner de ses nouvelles, c'est dur d'être optimiste. Doc Rivers lui-même, on reconnaît que y a aucune certitude sur le timing, qu'on sait absolument pas ce qu'il en est. Bon, et si Middleton est en plus incertain, alors c'est bon. Bon courage à toi, Damien Lillard. On voit bien que tu donnes tout, mais tu ne peux pas faire tout seul. Tu ne peux pas tout faire tout seul. Lillard, il a quitté Portland pour retrouver un contexte similaire, quoi. C'est vrai. Le cimetière avec des mecs qui servent à rien, quoi. Ah là là, le pauvre. C'est chaud. On va terminer le podcast avec Boston-Miami. Miami qui a pris feu dans le Game 2. Ils sont allés s'imposer sur le parquet des Celtics. Malgré un effectif rongé par les blessures. Je rappelle, Terry Rozier et Jimmy Butler, surtout, sont absents depuis le début de la série. 23 3 points plantés, record de la franchise. Le plus grand nombre de tirs longue distance inscrits par un adversaire sur le parquet du Garden. Ils étaient à 2 tirs inscrits en dessous du record NBA. Le record, c'est 25 paniers à 3 points inscrits. Alors, c'était les Bucks l'an dernier, dans le Game 2 face aux Heat. Et les Cavaliers en 2016, les Cavaliers de LeBron James de 2016, face à Atlanta. Voilà, Eric Spoelstra nous a encore fait sa magie depuis le banc du Heat en proposant des couvertures défensives hallucinantes. Il a complètement sorti Porzingis de cette rencontre. J'ai trouvé ça absolument génial. Moi qui m'attaque souvent à Porzingis, j'avais mal au cœur pour lui, tu vois. Je me sentais mal. J'étais là, non, arrête. Et ben si. Et dernière chose, il y a 2 joueurs que j'ai trouvé absolument magnifique dans cette rencontre. Tyler Hero, absolument incroyable, 24 points, surtout 14 passes décisives. J'ai beaucoup critiqué Tyler Hero, et il a montré un visage resplendissant dans cette rencontre. On l'attendait, ça faisait un moment qu'on espérait le voir avec ce visage-là. Franchement, ouais. Moi je pensais pas qu'il avait ça en lui, tu vois. Très franchement. Il m'a largement donné tort, quoi. C'est sa 5e campagne de play-off, et c'est vrai qu'on l'avait très peu vu faire ça. C'est époustouflant, franchement. Et puis Bam Adebayo, voilà.
Gars qui défend 5 positions sur le terrain. Son jeu à mi-distance, il est... mais c'est... Quand il joue comme ça à des Bayo, mais il régale tellement. Ah, Il mais Bam régale Adebayo, tellement, mais... je pense que c'est le joueur le plus sous-estimé de la NBA actuelle. Mais tellement, mais Tellement tellement, mais fort. tellement. Bref, et voilà. Et Caleb Martin aussi, le cauchemar des Celtics. Le gars, je sais pas, quand il joue contre Boston, ça devient Tracy McGrady, quoi. Enfin, non, Tracy McGrady a jamais passé un premier tour Ouais, de j'allais playoff, te dire pardon. Tima qui rêve de faire les finales, hein. Non, En écoute, tout cas, voilà, très, très impressionné. Et voilà, et forcément, tous les fans des Celtics étaient en PLS à la fin du match, quoi. bah oui, mais il devrait pas, en fait, c'est pas si surprenant. Enfin, en fait, moi, je trouve que cette victoire de Miami, elle est pas si surprenante d'abord parce qu'on connaît l'état d'esprit de cette équipe, on savait qu'ils allaient tout donner, qu'ils étaient capables d'en gratter un, on sait qu'Eric Spoelstra est, on va dire un des, même si pour moi c'est le meilleur, mais un des meilleurs coachs de la ligue. Ses ajustements, tu l'as dit, sont incroyables. L'ajustement offensif aussi, avec cette espèce de cet arrosage absolu à 3 points, avec en plus de la réussite qui a C'est été peut-être la seule façon pour eux de s'en sortir quelque et part. ça a été C'est complètement assumé par Spoelstra en conférence de tout presse, hein. à, Il était tout trop à fait. marrant, Spoelstra. Mais il est génial, ce Ah, type. il est absolument génial. Et Alors, Jimmy Butler sur Instagram, ouais, trop, trop bon. C'est trop bon. maintenant, Elle est trop bonne, cette équipe. et puis en plus, je veux dire, ça tombe contre Boston. Et Boston, on sait qu'ils ont parfois du mal à se faire violence. Ils étaient dans le confort d'une saison régulière parfaitement maîtrisée, d'un premier match totalement dominé face à une équipe privée de son franchise player, de son meneur titulaire. Ouais, c'est la piqûre de rappel dont Boston avait besoin, si ça se trouve, pour juste passer en mode playoff. Tu vois, moi, je suis pas, je suis ni surpris ni inquiet par cette défaite. Maintenant, j'espère quand même que Boston va plus être aussi passif défensivement parce que c'est la stratégie défensive de Boston qui leur a permis d'être aussi efficace au tir à Miami. Mais complètement. Et c'est le manque. Moi, ce qui me fait plus peur, je comprends l'idée. Drew Liddell elle est bien expliqué. Il y avait une stratégie de base, essayer de fermer la raquette. Miami n'est pas une bonne équipe en termes d'adresse, donc pourquoi pas laisser quelques tirs ouverts. Il y a eu la statistique qui est sortie là. Il y a eu sur 43 tirs de Miami, il y a eu 13 contestations qui étaient, on va dire, jugées comme mauvaises de la part de Boston. Euh, donc tu peux dire, voilà, il y a une énorme variance dans cette adresse au tir de Miami. On peut dire tout à fait, c'est un événement totalement isolé. Il y en aura pas d'autre, quoi. Mais ceci étant dit, je suis Joe Mazzulla pendant la rencontre. Il y a un moment, j'essaye de réagir, j'essaye de m'ajuster, j'essaye de Ah faire autre ouais. chose. Et je dis pas qu'il n'a rien fait, mais il n'a pas appuyé sur les bons boutons et il n'a pas réussi à enrayer la capacité du hit à faire ce qu'ils avaient envie de faire, en fait, à dérouler leur plan de jeu, Ah oui, il a quelque rien part. fait de convaincant. Ouais, il a Voilà. absolument rien fait de convaincant. Et ce qui fait peur côté Boston, c'est ça, en fait. C'est ce manque de réactivité de Mazzulla qui commence quand même à être un trait récurrent dans sa façon de coacher. Et le fait que Boston, je pense qu'il n'y a aucun fan des Celtics, peut-être les plus illuminés d'entre eux, mais il n'y a aucun fan des Celtics, je pense, qui se sent rassuré si demain il se retrouve dans un match coup près avec cet effectif et ce coach à leur tête, à sa tête, quoi. Ouais, après alors c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Maintenant, tu rencontreras pas Spoelstra à tous les tours Non, bien déjà. sûr, Ça, c'est bien sûr. l'avantage. Et puis quand tu regardes le tableau à l'est, est-ce qu'il y a vraiment des équipes qui peuvent mener Boston à être dos au mur sur une série? Pas sûr, ouais. Je sais pas. Je sais pas. C'est une question qui se pose. On verra bien, hein. On verra bien au fur et à mesure des playoffs. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que moi, là, je veux absolument, alors je vais faire mon exigeant, mais je veux absolument que Boston ait une grosse réaction au match 3. Si elle n'arrive pas, là, on pourra commencer à se poser des questions. Pour le moment, il n'y a pas du tout d'urgence. Mais par contre, je veux que cette série, elle soit terminée en 3 matchs. Si cette série, elle n'est pas terminée en 3 matchs, là, pour le coup, je commencerai à être inquiet sur ce que ça dit de la mentalité de cette équipe, de sa capacité à s'ajuster en playoff, de sa capacité à faire face à des difficultés. Là, je serais vraiment inquiet. Moi, je suis pas du tout rassuré par Boston. Perdre ce game 2 à domicile, je veux rien savoir.
Ouais, machin, C'est Miami, classique. 23 tirs à 3 points, nanana. Ouais, mais je sais pas, moi, je suis pas rassuré du tout, en vrai. Je, je trouve que il y a des éléments dans cet effectif. Il y a des choses qui, voilà, il y a des choses qui pour moi se confirment. Quand je vois Porzingis qui passe totalement au travers de son match, alors voilà, est-ce que j'ai hâte de voir si Porzingis va être capable de réagir au prochain match et dans cette campagne de playoff, est-ce qu'il va se retrouver encore une fois mis en difficulté à ce point? Mais là, c'était une atrocité sans nom, quoi, son match. C'est pas normal. Pour moi, Ouais, ouais, ouais. pour moi, c'est pas normal en vrai. On peut dire ouais, mais c'est une anomalie, c'est un match. La prochaine fois, Porzingis, il va punir, c'est sûr. Ah bon? C'est sûr? C'est sûr. Non mais en fait, Moi, je suis sûr de rien du tout, personnellement, si tu veux, moi quand je le vois jouer. là où je suis tolérant, c'est que vraiment, bon, je suis assez persuadé du fait que cette équipe, elle était pas encore en configuration playoff. Vraiment, je pense que Tu ils ont, crois? je pense qu'ils ont tellement pas été en Ah, difficulté entre la régulière et le début de la série, où en plus je te dis, enfin tu vois, tu regardes le play-in, on te dit ouais, tu vas jouer contre Miami sans Butler. Bon, je suis désolé, Charlie. C'est une équipe qui a fait les finales en 2022, oui, mais c'est une qui s'est équipe fait, qui a jamais pu se faire violence. qui s'est fait avoir au métier par les Warriors. Et on pourrait même dire que franchement, à posteriori, tu te dis, c'est quand même dingue qu'ils aient pas gagné cette série. Euh, 2023, c'est la déception la plus colossale qui soit. Ils sont à deux doigts de se faire sortir par les Sixers et ils se font taper par le Heat. Euh, Personnellement, je suis fan des Celtics. Je me dis, il faut entamer cette campagne 2024. Il faut tabasser tout le monde. Il peut pas y avoir on arrive de façon tiède dans ces playoffs. Et là, ce match 2, je suis désolé, je sens pas l'urgence, je sens pas la domination, je sens pas tout ça, quoi. Alors, ce que tu as dit est vrai. Si dans les 3 prochains matchs, euh, ça vient filer un uppercut à Miami et on revient à mettre les compteurs à zéro, style, on met tout le monde d'accord en disant non, non, on est tout à fait sérieux, ok, pourquoi pas. Mais il y a un problème d'attitude, encore une fois, Oui, qui me dérange. mais ça, Voilà, je ça suis me dérange. Mais ça, je suis 100% d'accord avec toi. Mais moi, c'est justement en prenant en compte ce trait de caractère de cette équipe de Boston que je suis pas étonné. Et en fait, même la semaine dernière, dimanche dernier, quand on a fait les previews, Mmh, toi et moi, on a mis 4-1 et on n'a pas mis tout à 4-0. Et on fait. a mis 4-1 en disant cette équipe de Miami, elle a des qualités mentales et des qualités elle a un coach hors norme qui T'as fait que raison. tu ne peux T'as jamais la raison. prendre par-dessus la jambe. Et en plus de ça, cette équipe de Boston, elle a ce défaut d'avoir parfois un peu de mal à se mettre dans le dur. Et pour moi, vraiment, c'est exactement ça qui s'est passé. Moi, je pense vraiment, et quand je vois les attitudes défensives de Boston sur le match 2, ils dormaient, les mecs. Ils étaient en train de dormir. Et C'est donc, pas normal. C'est c'est- pas et je normal. suis d'accord que c'est pas normal, mais c'est aussi pour ça que toi et moi, on ne fait pas de Boston nos favoris Mmh. absolus et évidents pour le titre en fin de saison. Alors qu'ils ont, c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter. Tous les indicateurs montrent que cette équipe devrait réaliser une campagne de playoff. Ah, mais ils devraient sweeper toute la conférence Est quasiment. Voilà. Et je veux dire, ils devraient marcher au titre. Oui, mais ça marche pas comme ça. Bah, il y a des équipes qui marchent comme ça. Je suis désolé. Ah ouais? Quelle équipe sweep toute sa Bah, conférence? pas tout, non, pas sweeper toute sa conférence, mais tu vois le parcours de Denver l'an dernier, c'était propre. C'était, il y avait pas un pli, quoi. 16 victoires, 4 défaites, excuse-moi. Bah, Il y, Denver, ils perdent il y quand même avait, un match au premier tour contre les Wolves l'année dernière. d'accord, mais ils perdent qu'un seul match contre les Wolves. Eh ben, si ça se trouve, Boston va en Ils en gagner. perdent deux contre Phoenix, mais ils mettent rapidement les choses au clair. Et après, ça déroule, quoi. Oui, mais je suis Alors voilà, d'accord avec toi. Boston, on va voir. Boston, on va Exactement. voir. Exactement. C'est pour ça que j'attends la suite. C'est que, Après, tu dis ça face à Minnesota. Minnesota, il y avait Anthony Edwards, il y avait Towns, il y avait Gobert. Alors certes, il n'y avait pas de McDaniels, on le voit bien, une grosse absence. Euh, Là, ils sont en train d'affronter un hit sans Jimmy Butler et sans Terry Rozier. Enfin, je veux dire, bon. non, mais c'est vrai. Mais quand même avec Spoelstra et Adebayo. Tu vois, ils affrontent pas des Ouais. clowns non plus, quoi. En fait, c'est surtout ils affrontent une équipe qui a les qualités de leurs défauts. C'est-à-dire que Boston, c'est une équipe qui est molle et qui arrive pas à se faire violence avec un coach sur lesquels on a des gros doutes pour être poli. Et en phase 2, il y a une équipe
qui en un claquement de doigts peut s'engager dans une bagarre de rue et la gagner, et qui est en plus très bien coaché. De toute façon, on en reparlera de tout ça. Je vais regarder ce que je viens de dire là, parce que là, j'ai pas les chiffres sur moi, donc je vais pas me lancer dans des trucs approximatifs. Mais je re-regarderai les équipes qui ont un bilan comme celui de Boston, un différentiel comme celui de Boston, et on va voir à quel point ces équipes-là ont galéré. Boston, par exemple, on peut prendre l'équipe de 2008. 2008, ils font 4-3, 4-3, 4-2 et 4-2. C'était 4-3 contre Atlanta, 4-3 contre Cleveland, 4-2 contre Détroit et 4-2 contre les Lakers en finale. Ils gagnent tous les matchs à domicile, ils perdent tous les matchs à l'extérieur dans les 2 premières séries. Mais quand ils gagnaient à domicile, c'était pas des petites victoires, ils dominaient. Tu vois bien qu'ils en avaient sous le pied, quoi. Et pourquoi à l'extérieur, ils arrivaient plus à la jouer comme ça, quoi. Là, tu vois, cette équipe de Boston de 2008, je me disais, ça ne tient qu'à un fil qui trouve leur rythme et que ça déroule, quoi. Je dis pas que cette équipe-là m'inspire pas ça. J'ai hâte de voir si c'est ce qui va se passer dans cette campagne de playoff. Oui, mais c'est ça. Je pense que d'ici les finales de conférence, on aura une idée de est-ce que cette équipe, elle a cette capacité de rester mou du genou et à perdre un match, voire 2 matchs de manière totalement bête. Et dans ces cas-là, ça va être très dur d'aller au bout. Ou est-ce que cette équipe, elle a vraiment les reins solides et elle est capable de, quand il le faut, d'appuyer là où ça fait mal, quoi. Mais c'est clair, mais c'est pour ça que vraiment, pour moi, les 3 prochains matchs sont extrêmement importants. Et si Boston en perd encore un, je te donnerais tout à fait raison sur tout ce que tu viens de dire là depuis 5-10 minutes, sur le fait que cette équipe, elle est absolument pas rassurante et tout. S'ils en perdent un deuxième, je suis 100% d'accord avec toi. S'ils frappent du poing sur la table là et que ils terminent ça proprement, je serais moins inquiet, surtout au regard de la suite, parce que franchement, je suis désolé, mais s'ils prennent les Cavs en demi, j'ai pas une inquiétude pour Boston. Ah, mais moi non plus. Alors, quand tu vois les Cavs qu'ils nous ont fait, bah ouais. Quand une équipe se trouve de cette manière-là, clairement, elle a pas les ambitions pour aller au bout, quoi. Non. Enfin, pour aller chercher une équipe comme Boston, qui est, voilà. On va pas raconter n'importe quoi non plus. Ça reste un des immenses favoris pour le titre et voilà. Yes, on verra ça. Merci beaucoup, Charlie. Bah écoute, merci à toi. C'était bien sympa comme toujours. Yes, merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, profitez bien. Là, on a un week-end sacrément chargé. Les premiers tours qui vont se poursuivre. Et puis, on verra la semaine prochaine. On sera soit sur les fins de premier tour, soit on aura peut-être déjà une idée de certaines équipes qui se sont qualifiées. On verra ça. On en discutera la semaine prochaine. À ciao. Bye bye.